Eh bien, bienvenue à toutes et tous dans Community, le podcast pour celles et ceux qui entreprennent. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir deux entrepreneurs dans un domaine, l'économie sociale, l'économie coopérative. Ce sont des entrepreneurs qui font battre le cœur de la Wallonie et qui bougent les lignes, qui font bouger les lignes à leur niveau. Alors, on commence avec notre première invitée, Céline Naveau. Bonjour Céline. Bonjour Jenny. Tu es directrice générale de Recma Group. On va parler de Recma Group dans un instant. Et bonjour Vincent Deré. Bonjour Jenny. Tu es directeur général des ateliers de l'avenir. Je vais vous présenter tous les deux. Vous me direz si c'est plus ou moins correct. Recma, Céline, c'est une entreprise spécialisée dans le nettoyage industriel, la remise en état après incendie et la préparation de locaux avant déménagement. C'est une coopérative et l'objectif est l'insertion socio-professionnelle avant la création, enfin, pour une création d'emplois, c'est ça? Avec l'objectif, c'est de créer des emplois? Oui, donc c'est de mettre au travail des personnes qui sont très éloignées de l'emploi. Donc ça, c'est vraiment la mission et le travail de notre entreprise d'économie sociale. Et comme tu l'expliques, dans deux secteurs d'activité, le nettoyage plutôt de type industriel et le démantèlement des panneaux photovoltaïques, qui est la deuxième activité. C'est ça, vous prenez des initiatives, notamment dans la transition énergétique, on allait en parler. Là, c'est une activité qui est en train de grandir véritablement. Oui, et on espère que ça va continuer à être le cas. On espère que ça va continuer, on va en parler. Est-ce que tu peux me dire comment tu es devenue directrice générale de Recma? C'est quoi ton parcours? Alors, il n'y a pas grand-chose qui m'y prédestinait, pour être honnête. Moi, j'ai étudié la socio et l'anthropo. Voilà, c'était un peu loin de ce que je fais aujourd'hui. J'ai commencé ma vie professionnelle au Petit Rien, donc il y a une autre entreprise d'économie sociale qui travaille plutôt tout ce qui est au niveau du textile. Et puis, j'ai changé d'entreprise et j'ai travaillé pour Duo for a Job, qui est une entreprise alors plutôt une association dans ce cas-ci, mais qui fait la mise à l'emploi de jeunes issus de l'immigration via du mentorat. C'est ça, et qui incite à l'entrepreneuriat aussi. En partie. Mais donc, on est vraiment plutôt sur l'accompagnement des gens vers l'emploi. Et puis, par des rencontres, on m'a invité ou proposé la position maintenant chez Recma, puisque la direction générale précédente s'en allait. Donc, ils cherchaient une nouvelle personne avec aussi une nouvelle vision. Et donc, j'ai pris mes fonctions seulement il y a quelques mois, parce que c'était en octobre 2024. Combien êtes-vous chez Recma? Aujourd'hui, on est 112. Mais Recma va connaître une grande transition en 2025, puisqu'il y a un département qui n'existera plus, que je n'ai d'ailleurs pas cité en début de podcast, qui concernait tout le recyclage du plastique. Et donc, ce département sera amené à disparaître, et donc on sera plus que 50 à peu près à partir du 1er mai. Et donc, l'ensemble des personnes sont reprises par une autre entreprise. Donc, évidemment, elles vont pouvoir rentrer dans des contrats très pérennes, mais on va devoir retravailler la structure de Recma aujourd'hui. On parlera justement de toute cette transition pour vous et toute l'action que vous avez, notamment dans la transition énergétique et économie sociale et coopérative. Voilà, ce sont déjà des concepts importants et on va découvrir comment justement tu es en train de marquer le territoire wallon. Vincent, alors, donc, tu es, je le rappelle, directeur général des ateliers de l'avenir, spécialisé dans le domaine de la paletterie, la menuiserie et la construction en bois. C'est une entreprise de travail adaptée spécialisée. Tu emploies principalement des personnes sourdes et malentendantes pour offrir également une intégration professionnelle. C'est comme ça que tu présentes les ateliers de l'avenir? Si je ne m'arrêtais qu'aux personnes sourdes, ça serait un raccourci. C'est vrai qu'au départ, il y a 40 ans, les ateliers ont été créés pour pouvoir mettre au travail des personnes sourdes. À cette époque, il n'y avait pas grand-chose pour elles. Et à cette époque, les personnes sourdes étaient considérées comme des personnes handicapées, alors qu'on parle plutôt maintenant de personnes en situation de handicap. Et bon, par la force des choses, par l'évolution de l'entreprise et de la société civile, eh bien, nous avons pu accueillir aussi des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, il y a de l'ordre de 35% de personnes sourdes et le reste sont des personnes en situation de handicap. Il y a une véritable évolution également. Aujourd'hui, tu gères combien de personnes? 150 personnes. 150 personnes aux ateliers de l'avenir. On l'a dit, dans des activités paletterie, menuiserie et construction en bois. Qu'est-ce qui fait, à un moment donné, que tu arrives aux ateliers de l'avenir et on dit « OK », je me dis « OK, je prends la direction générale, j'y vais ». Écoutez, parfois, ce sont des rencontres ou être à un endroit, faire une rencontre avec une personne inattendue, je dirais, sur un chantier. Donc, peut-être une étoile aussi. Je crois que le côté social, c'est quelque chose que l'on a ou que l'on n'a pas, qu'on a pu développer dans sa carrière, même si on ne travaillait pas dans une société sociale. J'ai toujours été intéressé par le côté humain. J'ai d'abord travaillé chez Kone, un groupe finlandais qui travaille dans le service au niveau des ascenseurs.
Et le groupe Koné, qui est un groupe scandinave, je rappelle, est très, très orienté sur l'évolution des personnes. Donc, j'ai eu cette chance de pouvoir avoir une formation solide autour de l'humain. Et clairement, si vous êtes dans l'économie sociale, l'humain est la première partie, la partie prépondérante, puisque le point commun avec vous, c'est que nous mettons des personnes au travail qui, sans nous, probablement ne travailleraient pas. J'ai bien entendu que tu as utilisé le terme étoile, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est quoi? C'est une vocation? Je ne sais pas te dire. Je crois que quand on a travaillé plus d'une trentaine d'années dans la société civile, forcément, on a pu acquérir une expérience autour du développement, autour de l'industrie. Et je crois que après un certain cap, on a compris et on comprend de plus en plus que l'humain est le vecteur principal. Et je crois que dans l'économie sociale, l'humain, c'est une partie intégrante. Donc, je ne dirais pas que j'étais fatigué de l'industrie en général, pas du tout. Mais j'étais plutôt intéressé quant au développement de la personne pour développer l'industrie par la suite. La recherche d'un sens supplémentaire ou un sens nouveau ou différent. On va le dire comme ça, oui. On va le dire comme ça. En tout cas, je suis très heureux cette fois. Et Céline? Oui, alors moi, à l'inverse de Vincent, du coup, c'était un peu toujours ce parcours-là que j'ai suivi. Donc, je ne connais pas l'autre partie. Je n'ai pas travaillé dans le secteur dit privé ou classique. Et je pense qu'il peut y avoir aussi du travail très intéressant, social et humainement, comme tu le dis, Vincent, comme dans de belles entreprises. Mais ce qui me drive personnellement, c'est effectivement le défi que représente l'entreprise d'économie sociale. Je trouve que c'est assez passionnant de se dire qu'on a à la fois un objectif de rentabilité, tout en ayant un objectif social et de faire coïncider les deux. Moi, c'est plutôt ce challenge-là d'arriver à faire coïncider les deux au quotidien, ce qui n'est pas toujours évident, mais qui est quand même assez intéressant. Vincent, tu es d'accord? Je ne peux pas dire le contraire, puisqu'on travaille, je dirais, dans le même sens et avec le même essence aussi. Alors après, ben oui, ça passe par différents stades, parce qu'une entreprise en économie sociale, pas plus tard qu'il y a quelques jours, on me demande de la présenter, et le journaliste qui introduit le sujet me dit, et alors, l'atelier protégé, ça va? On est bien loin de ces années-là, hein. Donc l'atelier protégé, je pense qu'aujourd'hui, quand vous avez la chance de pouvoir visiter une entreprise d'économie sociale, et que vous avez un contact avec des personnes qui sont au travail, vous ressentez tout de suite cette fierté qu'ils ont travaillé. Et je crois que c'est une grande leçon humaine, parce que nous avons beaucoup de faux problèmes, nous les personnes soi-disant non en situation de handicap par rapport à elles. Et quand vous êtes devant ces personnes qui ont un véritable équilibre, ils viennent chercher un équilibre en travaillant, beaucoup de collaborateurs me disent « Ah bien, le matin, je me suis levé et je suis très heureux de me lever pour venir travailler. » Bien moi, pendant 25 ans, j'entendais le contraire, hein. On se plaignait d'une situation qui était confortable, alors que la plupart de ces personnes n'ont pas une situation confortable, mais ont du plaisir de travailler. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un véritable challenge pour notre société en général, d'apporter du plaisir à travailler. Et dans l'économie sociale, très souvent, on est émerveillé par l'engouement qu'ils ont d'être ensemble et de travailler, je dirais, sans cette pression purement capitalistique dont on connaît aujourd'hui et on vit tous les jours les grands dégâts. Ce qui est intéressant en vous entendant tous les deux, c'est combien vous faites évoluer les mentalités. Dès le départ, on a commencé avec vos publics, les personnes avec qui vous travaillez, pour nuancer, dire on ne parle plus de handicap, mais de situation de handicap. La deuxième chose, c'est le plaisir de venir travailler, c'est la qualité du travail, c'est l'application, c'est l'investissement. De nouveau, on fait évoluer les choses, y compris dans l'économie sociale. Tiens, comment voit-on l'économie sociale? On la voit comme une économie qui boite un peu. Non, pas du tout. Elle est performante. Mais comment tu expliques cela, qu'on doive autant faire évoluer les mentalités et qu'on soit autant confronté à des chocs de représentation, Vincent? Je ne vais rien t'apprendre si je te dis qu'on est dans une société qui stigmatise les personnes et qui les met dans des cases. Et ces cases-là ont souvent été mises, je dirais, de manière verticale, alors qu'aujourd'hui, en termes de développement humain, on est plutôt dans un développement, je dirais pas horizontal, mais on est tous des personnes différentes. Et cette différence peut justement amener à construire quelque chose de beau et quelque chose qui ne fait plus partie, entre guillemets, du monde normal. Je reprends toujours cet exemple-là. Tiens, est-ce que je vais pouvoir avoir le rapport pour demain? Ben oui, normalement, tu vas l'avoir. Normalement. Voilà. Alors bon, normalement, c'est très beau. Quand vous êtes 2, il y a moyen de s'en tenir. Quand vous êtes 150, c'est déjà plus compliqué. Hein, donc la société soi-disant normale, mais elle n'est pas si normale que ça. Et comme je le répète, hein,
on a tendance à stigmatiser les personnes, les mettre dans des cases, en se disant, il faut surtout les laisser dans cette case-là, pas trop les perturber, et ça devrait aller. Ce qui est complètement faux, scientifiquement d'ailleurs faux dans l'économie sociale, et je crois que et pendant des années, ça a été un leitmotiv qui fait qu'on a toujours eu ce regard d'atelier protégé. Je pourrais résumer en disant, vous savez, une personne en situation de handicap travaille tout au long de sa vie ce qu'on appelle ses cellules de reproduction sur le mimétisme. C'est assez nouveau, c'est une découverte scientifique qui est à l'ordre du jour, hein, et on sait que les personnes qui ne sont pas en situation de handicap, eh bien, jusqu'à l'âge de 7-8 ans, travaillent beaucoup le mimétisme, et puis après, on entame sa vie en utilisant le mimétisme, et son évolution n'est pas aussi importante que les personnes en situation de handicap. Au contraire, les personnes en situation de handicap travaillent beaucoup moins le mimétisme au début de leur vie, mais continuent à développer le mimétisme jusqu'à l'âge de 40 ans. Ce qui veut dire que si vous faites évoluer les personnes en situation de handicap, eh bien, elles vont évoluer sur un laps de temps beaucoup plus long que les personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Et ça, c'est quelque chose qui est non seulement prouvé, mais que nous avons appliqué aux ateliers. Nous avons apporté des compétences diverses à des personnes qui faisaient toujours le même travail en se disant « est-ce que ça va aller ?» La question est inutile. Ça a fonctionné. D'ailleurs, les ateliers de l'avenir, il y a 3 ateliers, une paletterie, une menuiserie et la construction. Et aujourd'hui, notre objectif de développement majeur, c'est justement d'apporter toute cette compétence entre les ateliers et apporter aussi à toutes ces personnes en situation de handicap la possibilité de ne pas toujours faire le même travail. Et parce que c'est cette agilité qui vous permet de répondre aux défis de l'environnement et qui permet à chacun de s'épanouir aussi. Absolument. Non seulement s'épanouir, mais aussi de travailler une vraie force qu'ils ont. Ce que nous pensions, en tout cas ce que la société civile, stigmatisait en disant atelier protégé, sous cloche, surtout on n'y touche pas. Moi, je retiens 3 choses. Déjà, c'est ce que tu viens de décrire en termes neuropsychologiques, en termes d'apprentissage, le premier élément. Le deuxième élément, c'est un chiffre qui permet de changer les représentations. 15% des personnes en situation de handicap naissent avec une situation de handicap. Donc, ça veut dire que 85% de la population qui est amenée à vivre une situation de handicap le vit au cours de sa vie, au cadre d'un accident ou d'autres choses. Donc, ça, c'est une deuxième. Donc, c'est-à-dire on ne naît pas parce qu'on a toujours la représentation autour de la situation de handicap. Et puis, le troisième élément, l'air de rien, tous les deux, vous deux, si j'additionne le nombre de personnes avec qui vous travaillez, et là, à vous deux, vous avez une activité qui emploie plus de 200, aujourd'hui, plus de 250 personnes, 60, 70 même. Ça signifie qu'il y a véritablement une dynamique autour de l'économie sociale et coopérative. C'est pas une surprise pour toi, Céline, ou tu le savais déjà ? Non, c'est pas une surprise. Je pense que l'économie sociale est une économie qui va être de facto amenée à évoluer dans le monde qu'on connaît. Ça veut dire que, comme le disait Vincent, on a un modèle de fonctionnement qui a fonctionné pendant un certain nombre d'années. Je crois qu'on arrive au bout personnellement, en tout cas au bout d'un modèle. Et donc, il y a des modèles qui vont devoir se croiser. Je crois que l'économie sociale est une réponse économique aussi, intéressante pour les entreprises et pour pouvoir produire en Wallonie demain. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que la région wallonne et bien d'autres soutiennent l'entrepreneuriat social au sens premier du terme. Donc, je crois vraiment qu'il y a de l'avenir en économie sociale. Donc, c'est vraiment Moi, j'entends important. Que Vincent relève à bras-le-corps, un défi à bras-le-corps, le défi de l'agilité, donner une place à chacun dans la société en reconnaissant la richesse de chacun, les compétences de chacun, ce qu'on peut amener pour faire sens ensemble. De ton côté, quels sont les défis qui existent peut-être du côté de Recmach? C'est qu'il y a tout ce regard vers la transition énergétique. Et là, tu te dis que c'est un facteur justement d'inclusion, si on peut utiliser le terme inclusion, mais inclusion, c'est reconnaître la différence de chacun. C'est comme ça que je conçois le terme inclusion. Oui, tout à fait. Alors, Recmach fait face à de nombreux défis, comme toutes les entreprises, particulièrement cette année, puisque j'expliquais évidemment la phase de transition qui doit être accompagnée. Mais donc, la première, c'est vraiment de pouvoir viser la rentabilité, de ne pas oublier que le principe de l'entreprise d'économie sociale, c'est d'être rentable, et donc d'avoir un business model sain, avec des procédures claires, comme dans toute entreprise. Donc ça, c'est un réel défi. Un défi entrepreneurial quotidien. Oui, voilà, parce que Recmach est une entreprise qui existe depuis de nombreuses années, qui a construit beaucoup de choses, donc il faut pouvoir parfois revoir les processus. D'autres défis, c'est évidemment d'accompagner donc, dans tout le business qui concerne le démantèlement des panneaux photovoltaïques. On sait qu'on va avoir de
on a une nouvelle machine aujourd'hui qui nous permet de traiter énormément de panneaux, de gérer beaucoup plus de flux. Il faut aller capitaliser ces flux dans un monde qui n'est pas que orienté sur l'économie sociale. C'est un défi aussi majeur. Et puis, au niveau du défi, donc nous, on vise évidemment à pouvoir mettre à l'emploi un maximum de personnes, puisque c'est notre mission. Voilà, on pense que l'emploi est vraiment vecteur d'insertion dans la société dans laquelle on vit. Néanmoins, on a aussi beaucoup d'évolutions au niveau de l'IA, et donc on ne peut pas s'en passer. Et donc, dans les défis qu'on va rencontrer chez RECMA demain, ce sera aussi de se dire comment on peut intégrer dans nos processus d'intelligence artificielle tout en ne perdant pas notre mission première qui est de mettre des gens à l'emploi. Et donc, je crois que là, on a quand même un enjeu important de se dire on va pouvoir l'intégrer sur certaines choses, mais pas sur le travail de nos ouvriers qui sont amenés évidemment à pouvoir être de plus en plus nombreux. Vincent, les défis pour les ateliers de l'avenir? Ils sont nombreux. Comme tu l'as introduit, donc on travaille sur 3 types d'ateliers. La paletterie. Alors la paletterie, c'est un métier qui est peu connu. On imagine que on est une usine qui fabrique de nouvelles palettes. Eh bien, pas tout à fait cela. Hein. On est plutôt un atelier où on reconditionne les palettes. C'est-à-dire que les palettes, on leur donne plusieurs vies. Et là, on rentre dans l'économie circulaire. Et on travaille le bois. La palette, on la fait fonctionner sous plusieurs cycles. On la répare, on récupère les planches qui sont abîmées, et lorsqu'elles sont vraiment, je dirais, à déclasser, eh bien, on broie la palette et on utilise la fibre de bois tantôt pour chauffer nos grandes installations, puisque le site d'exploitation est assez grand, d'une part, et d'autre part, on vient d'investir dans une machine qui va insuffler cette fibre de bois dans l'isolation des bâtiments, puisque nous faisons des bâtiments préconstruits sous forme d'ossature. Donc, il y a la question de la transition énergétique également, il y a la question de l'efficience. Ce sont vraiment l'efficience, la performance, sont vraiment des objectifs, certains objectifs, j'imagine. Alors, je disais, oui, ils sont nombreux parce qu'on parle d'industrie, on parle de recyclage, on parle de polyvalence entre les personnes, mais n'oublions pas le volet social. Autant on dit, ben oui, l'économie sociale, c'est un vecteur intéressant, mais dans le social, il y a société. La société d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui et ne sera pas celle de demain, dans le sens où la situation de handicap évolue aussi. D'ailleurs, vous savez, quand on parle de personnes en situation de handicap, ça ne se résume pas à un sigle bleu avec le dessin d'une chaise roulante. L'handicap social est quelque chose qui, malheureusement, grandit et de manière inquiétante. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est sur un modèle où les personnes qui travaillent pour nous sont des personnes subsidiées lorsqu'elle possède un handicap, mais il y a des conditions. Ça veut dire qu'une personne aujourd'hui qui est diplômée, qui a un diplôme ne fût-ce que humanitaire ou supérieur ou type universitaire, ne rentre pas dans les critères de l'économie sociale. Donc ça veut dire que vous devez à ce moment-là soit les prendre en charge directe, ce qui a alourdi évidemment la notion de perte de rendement, d'une part, mais d'autre part, ça vous stigmatise un petit peu dans un type de développement. Donc, je crois qu'un des grands challenges des entrepreneurs, c'est de faire reconnaître que la personne en situation de handicap, bien aujourd'hui, ça peut très bien être une personne qui, post-Covid, par exemple, j'en parle souvent, doit se réinsérer parce que peut-être qu'elle a eu un burn-out, elle a une situation de vie qui fait que, eh bien, sa fin de carrière est compliquée, ou une partie de sa carrière est compliquée, et régulièrement des personnes qui ont fait des études, mais qui ne rentrent pas dans les critères de l'économie sociale. Ce qui veut dire qu'il y a tout un pan de société qui, aujourd'hui, se trouve en difficulté et pour lesquels les solutions ne sont pas toujours adaptées et qui ne rentrent pas dans les critères, je dirais, d'une entreprise de travailleurs adaptés. Or, pour moi, une entreprise d'économie sociale, bien sûr, elle peut se baser sur un critère de handicap, bien entendu, mais c'est une situation. Or, une situation, ce n'est pas qu'un handicap physique ou un handicap mental. J'ai une question à te poser, elle est spontanée. Quand je t'écoute parler, tu cherches véritablement à peser tes mots. Donc, chaque mot a son importance. Chaque mot a une définition propre. Et il y a une attirance, une attraction pour le sens de la nuance. D'où ça vient ça chez toi, Vincent? Ce sens de la nuance. Le sens, je pense qu'on a la chance d'avoir une langue qui est riche de définitions dans son vocabulaire et qu'un mot, il doit être utilisé à bon escient. Et je crois que si je fais le lien de la nuance par rapport à ton activité, par rapport à mon activité, c'est que je reviens sur le terme de la différence. La différence est une force, ce n'est pas un défaut. Or,
on a l'impression aujourd'hui que pour réussir, il faut faire la même chose que son voisin. Et quelque part, les réseaux sociaux favorisent cela. Hein. Dans les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on fait? On montre qu'on est heureux, on espère qu'on est plus heureux que son voisin. Mais c'est la différence qui fait le fait qu'on est heureux. Certainement pas parce qu'on a copié son voisin. Céline, tu veux réagir? Par rapport au poids des mots, je trouve que c'est important effectivement de pas enfermer le discours. En tout cas, d'un point de vue, voilà, de pas d'être. Je pense que dans nos professions, ou peut-être avec les publics avec lesquels on travaille aussi, il y a une vigilance qu'on essaye d'avoir sur la manière dont on nomme, on classe, et donc on est d'autant plus vigilant dans nos secteurs d'activité. Nous, on ne travaille pas avec des personnes en situation de handicap spécifiquement, on travaille avec des personnes qui ont vécu des parcours de vie compliqués, qui sont très éloignées de l'emploi, qui n'ont jamais travaillé ou qui ne savent pas comment travailler. Donc c'est différent, mais là aussi, je crois qu'essayer d'essayer de viser à ne plus stigmatiser systématiquement de manière générale, c'est une chose importante. Ce sera déjà un autre enseignement Oui. de ce podcast. Je répondis aussi à ces choses que tu disais. Je crois que la vie en commun avec des personnes qui sont en situation de handicap et qui travaillent en même temps avec des personnes qui sont malentendantes ou des personnes sourdes, le processus est complètement différent. L'entendant a un vocabulaire plus ou moins étendu, tout dépend évidemment de l'histoire de vie de chacun. Une personne sourde, eh bien, elle va lire sur les lèvres, elle va entendre des fréquences. Une personne implantée aujourd'hui est sur plus ou moins 25 fréquences, ce qui est très peu. Donc, ce sont des sons qui sont très proches du bruit, quelque part. Et donc, les personnes qui sont sourdes et qui signent, eh bien, ont un discours qui est beaucoup plus pointu, to the point. Donc, ils ne font pas des grands schémas. Une discussion avec une personne sourde, au travers de quelques signes, on peut vous raconter une histoire qui va prendre 5 minutes pour une personne qui est entendante. Ce qui veut dire que lorsque vous devez traduire ce qu'une personne sourde dit à une personne qui est entendante, la nuance des mots est importante parce qu'au travers d'un signe, un signe peut représenter un mime sur une histoire de plusieurs lignes. Hein, donc, ça veut dire que si vous vous permettez de traduire une personne qui vient de s'exprimer et qui est une personne sourde, vous devez utiliser les bons mots. Sinon, la personne qui est entendante, elle ne va rien comprendre et le sourd nous dira « ce n'est pas ce que j'ai dit ». Alors, le temps passe hyper vite. On est en train, je ne sais pas si j'espère que vous passez un bon moment, mais le temps, ils ne me répondent pas. Je suis... La puissance du silence, c'est beaucoup. Je passe un bon moment, en tout cas, je parle que pour moi. Je suis très content de vous recevoir dans ce podcast. On va tirer au sort des petites questions qu'on va vous poser, que vous allez vous poser l'un à l'autre. Mais étant donné que le temps passe vite, j'ai quand même une mini-question à vous poser. J'aimerais que vous me disiez, parce que souvent on parle d'entrepreneuriat et on se dit c'est bien beau l'entrepreneuriat, c'est génial, pourtant c'est fait de haut et de bas. J'aimerais que vous nous disiez ce que vous avez appris d'une difficulté dans l'entrepreneuriat, d'une difficulté dans votre quotidien. Peut-être, alors c'est vous qui décidez si vous la citez ou pas, mais qu'avez-vous appris d'une difficulté, histoire de faire en sorte que celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui se disent, voilà, j'ai peut-être un truc, il y a peut-être une astuce, je vais pouvoir l'utiliser pour mon quotidien. Céline, Vincent, est-ce que vous avez appris d'une difficulté? Je commence, Vincent. Je t'en prie. Alors, peut-être une difficulté plus personnelle, mais que je trouve intéressante. Donc, d'abord, au niveau des échecs dans l'entrepreneuriat, je trouve que c'est très lié à notre monde européen de parler d'échecs dans l'entrepreneuriat. Je pense que dans le monde anglo-saxon, on est très ouvert sur l'échec et on vit ça tout à fait différemment. Chez nous, quand quelqu'un a une difficulté dans une société qu'il a lancée, on crie vraiment au loup en se disant c'est terrible. Je pense qu'il y a d'autres pays où effectivement on rebondit beaucoup plus facilement. C'est la première chose. Donc, je crois qu'on doit changer vraiment notre vision par rapport à l'échec. Je crois que d'expérience, chaque fois j'ai eu des difficultés d'ordre professionnel, on apprend beaucoup plus de ces moments difficiles et qu'on apprend de nos succès. En tout cas, pour moi, c'est une réalité absolue. Quand on a un succès, on en profite, on célèbre, mais quand on a une difficulté, on est obligé de changer, d'évoluer, que ce soit la structure dans laquelle on travaille ou soi-même d'ailleurs. Et à ce titre-là, peut-être... donc évidemment, chez RECMA, j'ai eu la chance de ne pas encore avoir trop d'ordre de cette difficulté-là. Je n'y suis pas depuis longtemps. Mais par contre, d'un point de vue personnel, comme entrepreneur social, on travaille à 150, 200%, avec beaucoup d'énergie dépensée. Il peut arriver qu'on ait vraiment des moments d'épuisement. Moi, ça m'est arrivé par le passé. Donc, je trouve qu'on pourrait imaginer que c'est un peu un échec de se dire, bon, voilà, à un moment donné, on doit s'arrêter parce qu'on est fatigué. J'ai eu l'occasion de pouvoir retravailler et de faire... un moment de break assez court pour finir avec une introspection et de repartir sur un reset
et d'arriver sur un système où il y a un meilleur équilibre. Réussir à s'arrêter. Réussir à s'arrêter, et il y a cette fameuse phrase de Mandela qui dit en fait je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends, mais c'est vraiment ça. Et donc même dans ces moments-là, c'est de se dire ok, il y a un apprentissage à tirer, même quand c'est difficile, même quand pour finir c'est d'ordre plus personnel où on se dit bon on n'a pas, voilà, de partir dans cette idée-là, quoi. Vincent? Je pense qu'on apprend que de ses échecs. Je ne pense pas qu'on apprend de ses succès. Et après un succès, on peut avoir un échec. La condition de l'amoindrir, gérer une crise par exemple, eh bien, nécessite la puissance de l'écoute. Mais la puissance de l'écoute, c'est d'abord s'écouter soi-même. Oser faire une introspection, parce que nous tous, sur quelques problèmes que ce soit, on sait là où on doit progresser. Mais on ne veut pas le voir. On se dit, bon, on va le faire demain. Et puis, c'est pas si important que ça. Puis, on n'a jamais rien dit avec ça. Et en réalité, vous savez, celui qui dit, ben oui, moi je dois courir plus, je dois perdre du poids, je dois avoir un autre vocabulaire, je dois me lever plus tôt, je dois dormir plus tard, on le sait. Est-ce qu'on le fait? Pas toujours. Peut-être même pas souvent. Et donc, je n'ai pas vraiment un exemple à donner parce qu'il y en a tellement. Oui, c'est la routine, c'est la question de la routine qui fait qu'on ne change pas. Oui, mais en tout cas, des échecs, on en a tous les jours. Alors, il y a des petits, il y a des grands échecs. Oser communiquer, mais avant cela, il faut avoir une écoute et une écoute active. On n'a jamais autant communiqué sur les réseaux. On n'a jamais fait semblant autant de s'intéresser aux personnes. Et pourtant, il y a un et pourtant, si tu complètes. Ben oui, et pourtant, on voit encore, on entend encore souvent dans des entreprises que lorsqu'il y a une plainte, on a trouvé la solution, tu sais, on s'est arrangé, et puis on a toujours fait comme ça. Ça allait quand même mieux avant. Et c'est là qu'il y a le warning. Bien entendu. Alors, le petit jeu, je vous propose de tirer au sort une carte, et puis vous vous posez la question l'un l'autre. Donc là, tout à l'heure, c'est Céline qui a commencé. Donc je propose que ce soit Vincent qui commence. Donc tu tires au sort une carte. Et je pose la question à Vincent. Et tu poses la question à Vincent. Si vous deviez lancer un nouveau projet demain, dans quel secteur ce serait et pourquoi? Alors, si je devais lancer un nouveau projet, sans hésiter, ça serait autour de l'être humain. Et quand je dis l'être humain, si je fais référence, par exemple, aux ateliers de l'avenir, c'est de pouvoir organiser avec des entreprises privées ce qu'on appelle une académie pour pouvoir apporter des nouvelles compétences à des personnes qui ont eu un type de travail et pour lequel on aimerait, suivant leurs envies, les aider à se développer dans un type de travail, parce qu'aujourd'hui, le monde de l'enseignement classique ne le permet pas. Une question que va sortir au sort. Alors, Céline, y a-t-il une compétence ou un savoir-faire que vous regrettez ne pas avoir développé plus tôt? Oh oui, plein. Donc je disais, j'ai étudié sociologie, anthropologie, puis j'ai fait un master en criminaux. Je suis passée par l'ICHEC aussi pour faire des formations complémentaires. Mais je trouve qu'il y a maintenant, avec mon arrivée chez RECMA, il y a quand même une chose qui me titille, c'est tous les aspects financiers, donc plutôt macro aussi dans la compréhension peut-être des chiffres. Et donc voilà, je me dis que s'il y avait des choses à faire, si j'avais encore plus de temps que ce que je n'ai, j'irais prochainement me former à ce niveau-là. Allez, encore une question. Céline, pour Vincent. Y a-t-il une croyance ou un principe auquel vous tenez fermement au début, mais que l'expérience vous a fait abandonner? Question, elle est dure. Parce que le quotidien de Vincent, c'est d'identifier les routines, c'est de dénoncer les croyances et c'est de lutter contre la normalité. Et là, on est en train de te dire, tiens, et toi, as-tu eu une croyance? Et là, tu t'es dit, non, finalement, celle-là, je vais l'abandonner. C'est ça la question. Je pense bien. C'est ce que j'en comprends, en tout cas. De plus en plus, je suis devant un fait où je me dis, mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Je pense que trop souvent, on considère que parce qu'on a compris, les autres ont compris. On désire qu'ils aient compris parce qu'on désire que cela soit compris. Alors, moi, j'avais une croyance qui consistait à dire « j'ai raison et donc je vais prouver que j'ai raison. Et je vais me battre pour défendre ma raison. » Il y a tellement de gens qui pensent qu'ils ont raison, qui aujourd'hui n'ont jamais obtenu ce qu'ils voulaient. Et j'ai adapté cette phrase-là en disant « qu'importe d'avoir raison, ce qui est important, c'est de savoir ce que l'on veut. » Mais pour obtenir ce que l'on veut, on doit adapter
très souvent et régulièrement la trajectoire qu'on va utiliser pour obtenir enfin ce que l'on veut. Et ça, c'est la technique de réussir son objectif. Une dernière question pour Céline, que Vincent tire au sort. Voilà. Sera-t-elle aussi compliquée que la mienne? J'ai l'impression que tu jubiles un peu là. Non, parce que je vais d'abord la lire calmement et posément. Si vous pouvez changer un point dans votre parcours, ce serait quoi? Similaire à la précédente. Si je pouvais changer un point dans mon parcours, oh là là, je suis vraiment pas, voilà, je crois pas aux regrets, aux choses comme ça. Donc je prends souvent les choses comme elles viennent et puis je les travaille comme elles sont. Donc un changement de cap peut-être. Oh là là, bonne question. Je dois me creuser un Alors, peu les tu méninges. as répondu en Oui, disant je prends les choses comme elles viennent. et J'ai je tendance recherche à les l'opportunité. prendre comme elles viennent et puis à tirer le meilleur parti des choses quand elles sont là. Et donc, voilà, je crois que je ne changerai rien. Je me dis que les choses sont comme elles doivent être. Tu nous livres une philosophie de vie. Oui. On arrive déjà à la fin du podcast. C'est passé vite. Est-ce que je m'en voudrais de ne pas vous proposer un petit mot de la fin? Si vous souhaitez ajouter quelque chose, dire quelque chose. Vincent, Céline. Alors maintenant, il ne peut pas y avoir de fin, c'est ça? C'est ça le message, en fait. Pas de mot de la fin, le mot de la continuité. Vincent, on va dire ça comme ça. Je pense que l'avenir, c'est quelque chose qu'il faut voir avec optimisme. Je suis souvent révolté par cette espèce d'inquiétude que notre société crée autour d'éléments de vie et qui, quelque part, n'aide pas les gens à poigner, je dirais, dans leur destin. Alors que l'avenir, eh bien, il est là et c'est clair que si on est passif, eh bien, on compte sur les autres. Et je crois que quand on est actif, eh bien, quelque part, d'abord, on est plusieurs. Je crois que plus on est, mieux c'est. Mais on a surtout une vie qui est plus intéressante et plus motivante. L'avenir est fait d'espoir. Et de réalité. Et de réalité. Oui. Céline, ton mot de la fin. Je rejoins Vincent dans la situation aussi du monde tel qu'on le vit aujourd'hui, comme tu expliques, où il y a parfois à lâcher prise en se disant, bon, les choses ont quand même l'air un peu compliquées, hein, tout ce qu'on vit au quotidien de manière voilà, géopolitique. Je pense que dans l'entrepreneuriat social, mais comme ailleurs, c'est l'idée de pouvoir être utile et de se dire, OK, les choses sont ce qu'elles sont, mais donc en fait, on a tous un rôle à jouer. Et donc, il y a une utilité à avoir pour pouvoir faire changer les choses. Donc, je rejoins assez fort Vincent en disant qu'on doit garder beaucoup d'optimisme. Céline, Vincent, merci beaucoup. Je le répète, c'est un plaisir de vous accueillir. Suivez Omédia sur les réseaux sociaux pour rester au courant des actualités. Abonnez-vous au podcast Community Le Talk pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et puis, si vous êtes entrepreneur, entrepreneuse, vous souhaitez partager votre expérience, n'hésitez pas à vous manifester. À très vite. Merci à l'équipe Omédia qui a produit ce podcast, qui est sur YouTube, sur LinkedIn, mais également sur Spotify et sur Apple Music. À très vite. Au revoir. Au revoir, merci.